Bonjour, mon invité aujourd'hui est Frédéric Pierucci, qui était un ancien cadre d'Alstom, qui a écrit il y a déjà maintenant 2 ans ce livre Le piège américain qui reste d'actualité. Alors parfois l'histoire personnelle en dit beaucoup sur les relations stratégiques et les rapports de force. Et ce qui vous est arrivé, Frédéric Pierucci, en dit long sur les relations que la France peut avoir avec les États-Unis et sur la protection de notre base industrielle. Oui, merci beaucoup. Donc Alstom, faut peut-être recontextualiser ce qu'était Alstom. Donc Alstom était une des grandes entreprises du CAC 40 avec trois grandes activités: la production d'électricité, le transport d'électricité et ce que vous connaissez tous, le transport ferroviaire avec les trains, les TGV, les métros. Donc si on se reprend en 2010-2011, la stratégie du groupe était sur la partie production d'électricité de s'allier avec nos concurrents chinois à l'époque, et ma division avait été choisie comme la division de test de ce rapprochement avec les Chinois. Sur la partie ferroviaire, l'idée était de faire entrer des Russes à l'actionnariat d'Alstom Transport. Donc, quand vous regardez français, russe, chinois, il manquait quelqu'un, forcément, qui n'a pas tardé à se manifester. Donc, moi, pendant 2 ans, j'ai fait le carve-out de toutes les unités de ma division, j'ai transféré le siège à Singapour, j'ai négocié avec les Chinois une joint venture, et j'ai été choisi comme le futur patron de cette joint venture. Donc, je suis avec ma famille en août 2012 à Singapour. Je voyageais très régulièrement aux États-Unis parce que j'avais à peu près 700 personnes là-bas. Et donc, en avril 2013, lorsque je suis arrivé à l'aéroport Kennedy, j'ai été arrêté à ma descente d'avion par des agents du FBI qui m'ont signifié que j'étais en état d'arrestation parce que 10 ans plus tôt, Alstom avait fait une affaire en Indonésie et avait mandaté deux intermédiaires qui avaient certainement payé des pots. Voilà. Et donc j'étais à l'époque beaucoup plus jeune dans ma carrière, mais ils avaient considéré que, comme je savais que Alstom avait mandaté ces deux intermédiaires, j'étais en gros responsable de ce que Et Alstom vous avait avez fait. été emprisonné pendant assez longtemps, vous avez été un peu abandonné quand même par les autorités françaises, et le but du jeu, c'était finalement que General Electric puisse mettre, vous avez été la victime d'une stratégie consistant à faire prendre le contrôle d'Alstom par General Electric. Tout à fait. En fait, lorsqu'on étudie un petit peu cette loi FCPA, et j'ai eu beaucoup de temps pour l'étudier, parce que en tout, je serais resté 25 mois en prison, donc 14 mois en prison de haute sécurité, sans jamais voir un juge, bien évidemment. Et sans avoir commis aucun crime, bon, c'est... Donc, pendant ces 25 mois, je les ai utilisés à étudier de manière très approfondie les lois extraterritoriales américaines, notamment cette loi du Foreign Corrupt Practices Act, qui est la loi anticorruption américaine. Et lorsque vous analysez cette loi en détail, vous vous rendez compte que c'est une véritable arme de guerre économique. Juste quelques chiffres. Les entreprises françaises, en 10 ans, ont payé 14 milliards de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreinte à toutes les lois extraterritoriales américaines, dont 2,5 milliards pour la loi anticorruption, ce qui est absolument considérable. Si vous regardez l'ensemble des amendes payées au titre de cette seule loi américaine, donc le FCPA, vous vous rendez compte que sur les 36 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette loi, vous n'avez que 9 entreprises américaines. Et que le reste est principalement des entreprises européennes. Donc 2 tiers des amendes sont payées en fait par les entreprises européennes, et cela depuis le milieu des années 2000. Donc c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, l'Italie, tout le monde. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que nous sommes alliés, nous sommes au sein de l'Alliance Atlantique, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les États-Unis portent atteinte à notre souveraineté de façon beaucoup plus importante avec ce type de loi que nos rivaux stratégiques. En fait, tout a commencé sous Clinton. À la fin de la guerre froide, les agences de renseignement américaines se retrouvent au chômage. Clinton réoriente la politique américaine, et notamment le renseignement américain, du renseignement politique vers le renseignement économique. Et à partir de ce moment-là, ils imposent leurs lois de manière extraterritoriale à l'étranger. Donc 98, ils changent leurs lois. Avant 98, la loi ne s'applique qu'aux entreprises américaines. Après 98, elle s'applique à toutes les entreprises dans le monde, à partir du moment où il y a un rattachement territorial, même minime, avec les territoires américains. Donc ce rattachement territorial, les États-Unis le font via 2 canaux. Le premier canal, c'est le canal du dollar et du système SWIFT. Donc à partir du moment où vous faites des transactions en dollars, ou vous utilisez le réseau SWIFT, vous avez
un point de rattachement au territoire américain, donc vous êtes sous loi américaine. Et le deuxième canal qui est bien connu, c'est le canal de l'Internet. À partir du moment où vous avez des emails qui transitent ou qui sont stockés sur des serveurs américains, vous êtes sous loi américaine. Donc via ces deux grands canaux, ils arrivent à capter en fait toute transaction commerciale à l'étranger et à la rattacher au territoire américain et donc à mettre ces entreprises sous loi américaine. Et donc lorsque ils ont vraiment mis en place cette stratégie au début des années 2000. Et en fait, cette stratégie avait été pensée par des militaires américains, comme toutes les grandes lois extraterritoriales américaines. En général, ça vient des militaires américains. Lorsqu'ils ont mis cette stratégie en place, qui est-ce qu'ils ont ciblé en premier? Ils ont ciblé leurs alliés européens. Parce que c'était beaucoup plus compliqué d'aller attaquer les Chinois les Russes, ou les Russes, sûr, parce qu'il y a une réaction en général vive. S'ils arrêtent un Chinois, le lendemain, il y a 3 Américains qui sont arrêtés place Tiananmen. Donc, par contre, quand on attaque des entreprises françaises, allemandes, etc., pendant très très longtemps, il n'y a eu aucune réaction européenne. Vous avez été emprisonné injustement. La France n'a pas, effectivement, vous auriez été ressortissant chinois, votre pays vous aurait plus défendu que ne l'a fait la France. Bah, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Meng Wanzhou, le Huawei, où dès que la dirigeante a été arrêtée, les Chinois ont riposté. On n'est pas dans un état de droit en Chine, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on a été extrêmement laxiste sur ce sujet-là. Les États-Unis ont d'abord attaqué les entreprises du pétrole. Ils ont attaqué Statoil en Norvège, ils ont attaqué Eni en Italie, ils ont attaqué Total en France. Ensuite, ils ont attaqué les entreprises des télécoms. Bien évidemment, tout de suite c'est stratégique. Ensuite, la production d'électricité. Par exemple, dans le domaine de la production d'électricité, on était 4 gros. Vous aviez General Electric, Alstom, Siemens et les Japonais d'Hitachi Mitsubishi. Vous vous rendez compte que Siemens a payé 800 millions de dollars d'amende, Alstom 772 millions de dollars d'amende, Hitachi a payé une amende aussi. Par contre, General Electric, en 50 ans de loi FCPA, le FBI n'a pas été foutu de trouver un seul cas de corruption de cette entreprise à l'étranger. Donc c'est bien un cas de distorsion totale de concurrence. C'est une asymétrie complète. Vous avez une asymétrie complète des poursuites. Et pourquoi vous savez cette asymétrie? C'est parce que pendant plus de 25 ans, les États-Unis étaient les seuls à avoir cette loi extraterritoriale, cette loi américaine anticorruption. Il faut quand même rappeler qu'en France, jusqu'à l'an 2000, les entreprises allaient à Bercy déclarer les pots de vin qu'ils payaient à l'étranger et c'était déductible de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Donc les États-Unis, comme ils avaient dicté cette loi en 1977 sous Carter, sous la pression de l'opinion publique, suite à un scandale pour les ventes d'avions à la Belgique et aux Pays-Bas. Voilà. Donc Carter a été obligé de légiférer et de condamner la corruption, sauf que, bien évidemment, ça crée une asymétrie entre l'entreprise américaine et l'entreprise japonaise et européenne. Ce qui fait que pendant 25 ans, ils n'ont pas utilisé cette loi. Donc les entreprises américaines ont mis pression sur le Congrès de toute façon pour que cette loi ne s'applique pas. En fait, vous n'avez pratiquement aucun cas, un ou seul 2 cas par an, mais des cas minimes pendant 25 ans. Mais arrive la fin de la guerre froide, l'ère Clinton, et donc là, vous avez beaucoup d'intellectuels aux États-Unis qui se disent on a une loi qui est dormante, on va la modifier, on va la rendre extraterritoriale pour qu'elle s'applique au reste du monde, et là, on va s'en servir comme arme de guerre économique. Et ils l'ont fait de manière extrêmement... Et donc ils sont jugés partis, puisque effectivement c'est eux qui décident. C'est d'ailleurs le moindre des paradoxes, c'est que les États-Unis rejettent d'une grande partie de la législation internationale et veulent imposer leurs lois nationales au reste, si ce n'est au reste du monde, du moins aux alliés. Et donc on est aussi dans cet autre second paradoxe, c'est qu'il fait moins bon être allié des États-Unis qu'être rival des États-Unis. Ah ben oui, parce qu'en fait, vous avez tout pays qui a une domination militaire a essayé d'imposer son droit. Les Romains l'ont fait, nous l'avons fait avec Napoléon, etc. C'est pour ça qu'il y a Napoléon un peu partout. Donc là, c'est la période où les États-Unis sont dominants d'un point de vue militaire, ultra dominants d'un point de vue militaire, et donc essayent d'imposer leurs droits par la force au reste du monde. Et effectivement, ils ciblent principalement les entreprises européennes parce qu'il n'y a pas de réponse européenne. Les premières réponses européennes, de manière paradoxale, sont venues des Anglais. Parce qu'en fait, les États-Unis ont d'abord aussi attaqué des entreprises anglaises, notamment British Aerospace, pour avoir payé des pots de vin en Arabie Saoudite, ce qui est quand même un peu un comble pour les États-Unis d'aller voir ce que font les Anglais avant de regarder ce qu'eux-mêmes font en Arabie Saoudite. Mais les Anglais
ont vu que British Aerospace avait été déstabilisé par cette opération américaine, parce que British Aerospace avait dû payer 400 millions de dollars d'amende au Trésor américain à l'époque, ont créé leur première loi, qui s'appelle UK Bribery Act, en réaction à cette loi américaine. Les Anglais étant aussi très intelligents, ils l'ont rendu aussi extraterritorial. Alors ils n'avaient pas le dollar, ils n'avaient pas Internet, ils ont dit à partir du moment où vous avez une filiale en Angleterre, tout votre groupe est sous loi anglaise. Donc ça c'est 2010. En France, il a fallu attendre l'affaire Alstom, qui était vraiment le déclencheur, la prise de conscience de cette extraterritorialité américaine et de l'utilisation du droit comme un moteur économique, pour enfin réagir et enfin changer la loi française anticorruption. Ce qui est devenu la loi Sapin 2. Mais avant Alstom, vous aviez eu Total, Technip, Alcatel, qui avaient payé de lourdes amendes au Trésor américain pour cette loi. Alors, les États-Unis défendent leur intérêt, finalement, même si c'est de façon brutale et cynique, ils défendent leur intérêt. Le problème n'est-il pas que nous ne défendions pas les nôtres? Ah, mais le problème n'est pas du tout américain. Les Américains jouent leur jeu, ils défendent leurs intérêts économiques, et c'est que ce soit les démocrates ou les républicains, vous aurez exactement la même ligne de conduite, parce que toutes ces lois en fait extraterritoriales sont bipartisanes aux États-Unis. Pensez que Trump, en partant, va... Votre affaire date, c'est pendant que Obama était président que Voilà. l'affaire Alstom a éclaté. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a Obama qui est multilatéraliste et Trump qui est unilatéraliste. Vous avez été emprisonné de façon injuste pendant qu'Obama était président des États-Unis. La BNP, c'est pendant Obama. En fait, c'est Obama qui a industrialisé l'utilisation du droit comme arme de carrière économique. 2005, les États-Unis récoltent 10 millions de dollars d'amende au titre de cette loi. Cette année, c'est 3 milliards. Donc, la partie exponentielle s'est faite sous Obama. Donc pensez maintenant que, parce que Trump, en fait, Trump n'a fait que dire tout haut ce que Obama faisait tout bas, et Biden va continuer ce qu'a fait Obama. Vous avez trop d'intérêts économiques en jeu. Donc le problème est pas chez eux. Le problème, ils jouent leur jeu, ils sont en guerre économique avec le reste du monde, notamment avec la Chine, mais aussi avec nous, et donc c'est une guerre sans merci. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi des élites, puisque vous l'expliquez très bien dans votre livre, Patrick Cron, qui était le patron d'Alstom, vous a laissé tomber de façon assez peu glorieuse, mais lui, par contre, il s'est pas laissé tomber, puisque la vente d'Alstom à General Electric l'a plutôt enrichi. Et donc, en fait, il y a aussi quand même un problème de patriotisme, peut-être, de certaines élites économiques. On a un énorme problème de patriotisme économique en France. Le fait est aussi que beaucoup d'entreprises sont détenues par des fonds américains, en tout cas une partie de l'actionnariat, et donc nous ne sommes pas libres. Le problème aussi, c'est que dans ces situations où vous avez l'utilisation du droit qui fait peser sur les épaules du dirigeant une potentielle peine de prison qui peut être très très longue, ces personnes-là vont réagir pour d'abord sauver leur peau avant de sauver l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt français. En fait, vous êtes dans une situation où vous n'allez pas agir pour le bien de votre entreprise, vous n'allez pas agir pour le bien, encore moins de la France, vous allez agir simplement pour votre bien personnel. Surtout que Patrick Cron a touché 26 millions de dollars de fees, de success fees. Alors, c'est pas vous voyez, on ne sait pas trop exactement quel est le vrai chiffre, mais il a touché beaucoup d'argent. Le plus marquant pour moi, c'est que lorsqu'il était en fait questionné pendant la commission d'enquête parlementaire sur le cas d'Alstom, donc il est quand même à l'Assemblée, sous serment, en gros, il dit qu'il ne peut pas parler parce qu'il y a un accord avec les États-Unis. Donc l'extraterritorialité vient s'appliquer jusqu'au Parlement français. Donc la représentation nationale ne compte pas, les élus du peuple ne comptent pas par rapport à un accord qu'il avait passé avec les États-Unis. Non. Et ça, on le revoit dans toutes les affaires de corruption. Lorsque vous avez des enquêtes internes qui sont menées par des cabinets d'avocats américains sur le sol français, notamment, et qui a des auditions de faits d'employés, on l'a vu dans beaucoup d'autres cas, vous vous rendez compte jusqu'à quel point vient cette extraterritorialité, jusque sur le sol français, jusqu'à être interrogé par des cabinets d'avocats américains des employés de nos grandes multinationales.
Est-ce qu'on va avoir les élections en 2022? Est-ce que vous voyez un sursaut? Vous avez été soutenu par quand même une large palette d'élus, de droite et de gauche d'ailleurs, il n'y a pas eu un soutien partisan, il y a un soutien Non. national, peut-être insuffisant, mais au moins un soutien national. Est-ce que vous pensez qu'il y a un sursaut? Et est-ce que, par exemple, puisque beaucoup de gens se félicitent d'une amélioration des relations avec les États-Unis, des liens transatlantiques renouvelés avec Biden, est-ce que quand même cette question de l'application extraterritoriale de la loi américaine n'est pas un sujet central pour la souveraineté des pays européens? Est-ce que c'est pas un problème que l'on devrait mettre au premier rang dans nos relations avec les États-Unis? Ça devrait être le sujet. D'autant plus que ces lois extraterritoriales, vous en avez tous les ans ou tous les 2 ans. Là, on parle de la loi anticorruption. L'affaire BNP, c'était sur le contrôle des exportations, le respect des embargos américains. Donc là, c'est encore un niveau supérieur, parce que là, il n'y a même pas de droit. C'est juste, je décrète des embargos sur un pays, je décrète un embargo sur le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, et je mets à l'amende tout le monde. Donc là, c'est de manière unilatérale. Ah, c'est des manières de gangsters. C'est des manières de gangsters. Et j'habille ça derrière des valeurs morales, de moralisme, voilà, des valeurs morales indiscutables. Ouais. Donc anticorruption, respect des droits de l'homme en Russie, etc., etc., etc. La dernière loi, qui à mon avis est encore pire, c'est ce qu'on appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est, vous vous souvenez de l'affaire Snowden. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'affaire Snowden? Snowden a mis sur la place publique l'espionnage massif de la NSA, et notamment des entreprises françaises. Toutes les entreprises françaises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars étaient systématiquement sous l'écoute de la NSA. Et ça, il avait fait avec la complicité d'une centaine d'entreprises du numérique américaines. Donc, il n'y a pas que Huawei qui est dont les GAFA, etc. Ben non, donc on parle de Huawei, mais on voit pas la poutre dans l'œil, là. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont été pris un peu la main dans le sac avec l'affaire Snowden. C'est venu sur la place publique, et l'un des gros problèmes, c'était que ces entreprises américaines n'avaient pas de garantie juridique de ne pas être attaquées par les pays où ils avaient fait de l'espionnage économique. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour protéger les entreprises américaines, notamment les GAFA, sur ces sujets-là, ils ont décrété le Cloud Act qui dit la chose suivante: à partir du moment où vous stockez vos données sur un dans le cloud, sur un serveur dont le service provider est une entreprise américaine, un procureur américain peut demander à cette entreprise de lui donner toutes vos données, même si ces données sont stockées en France ou en Europe. Donc là, on est au summum de l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'on bafoue les lois de blocage, on bafoue le droit international, et en fait on bafoue la relation entre ministères de la justice par lesquels doivent transiter normalement les éléments de coopération judiciaire internationale. Là on demande directement à des entreprises privées de donner des documents qui normalement devraient passer par les ministères. Donc là, et encore une fois, ces lois sont bipartisanes, donc penser que Biden va avoir une attitude différente sur ces sujets-là que Trump ou Obama, c'est qu'une vision de c'est une illusion. C'est une illusion complète. Ouais. Alors, comment réagir? Vous avez créé une société de conseil, justement, pour protéger les entreprises françaises de ce que ne peut pas appeler autre chose qu'une prédation, finalement, de la part des Américains. Mais est-ce que vous pensez que le combat que vous menez, ce que vous incarnez, commence à être pris en compte? Est-ce qu'il y a un sursaut? Est-ce qu'il y a un réveil? Est-ce que les Français, les Européens vont commencer à ne plus accepter ce qui est carrément inacceptable? Écoutez, nous, ce que nous faisons dans notre société, effectivement, avec Arian, nous conseillons les entreprises sur tous ces sujets-là. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, en tout cas au niveau de certaines grandes entreprises. Certaines entreprises du CAC 40, bien évidemment, du SBF, et beaucoup de startups aussi sont très conscients oui, parce que les startups, au moins, elles ne sont pas possédées partiellement par les fonds d'investissement américains. Pas au début, en tous les cas. Pas au début. D'où l'intérêt de se protéger. Oui. Moi, je vois surtout les entreprises qui sont détenues par des actionnaires privés, des groupes familiaux, par exemple, ou des entreprises en LBO, sont beaucoup plus sensibles à ce genre de sujet, parce que lorsque, par exemple, Alstom paye une amende de 772 millions au Trésor américain, Cron, en tant que PDG, c'est pas son argent. D'accord. Donc vous avez un vrai problème de gouvernance. Là, il négocie avec quelque chose qui n'est pas son argent et qui n'est pas forcément dans l'intérêt des actionnaires non plus. D'accord.
Lorsque vous êtes dans un groupe familial, c'est un peu différent. C'est votre argent qui est en jeu. Donc oui, je vois un certain sursaut, mais ce qui manque, c'est une politique publique de soutien aux entreprises. Je vous donne un exemple. Nous avons 15 ans de retard sur le numérique par rapport au GAFA et au BATX. Nous avions ce même retard dans les années 60-70 sur le nucléaire. On a créé un plan stratégique en France pour être indépendant de manière énergétique. Comme il y a eu le plan calcul aussi. Comme il y a eu le plan calcul, etc., etc. Le gros problème en France actuellement, c'est qu'on devrait avoir une stratégie similaire sur le numérique et le public devrait montrer l'exemple. Au lieu de ça, on continue à creuser l'écart entre nos acteurs du numérique français et les GAFA et les BATX en orientant de la commande publique vers des acteurs américains qui ne respectent pas nos propres lois. Parce qu'en fait, nous avons des lois. Le RGPD, nous avons l'arrêt Schrems 2 qui bloque le transfert de données personnelles vers les États-Unis, etc. Sauf que ces lois, elles ne sont pas appliquées. Parce que les entreprises, notamment ces entreprises américaines, sont en conflit de loi. Entre respecter la loi européenne, le RGPD et l'arrêt Schrems 2, et respecter le Cloud Act américain, vous ne pouvez pas respecter les deux. Vous êtes obligé d'enfreindre une loi. Et donc, bien évidemment, ils ne peuvent pas dire non à leur pays. Donc, ils vont respecter d'abord la loi américaine. Ce qui pose un problème, parce que pourquoi continuons-nous à passer des contrats publics, notamment le contrat qui a été passé sur le stockage de vos données de santé, Health Data Hub, à Microsoft, alors qu'ils enfreignent les lois tous les jours. Comment vous expliquez ça? Alors, je ne sais plus si c'est de l'incompétence, de la naïveté ou de la compromission. Enfin, c'est un mélange des trois, je pense. C'est-à-dire que c'est un peu de tout. Aussi des gens, oui, donc c'est quand même un sens de l'absence des réalités par rapport aux défis qui sont posés, parce que tout ça part un peu de façon invisible finalement. On s'en rend compte quand il est trop tard. Oui, mais on a quand même maintenant un recul. L'affaire Alstom, c'est 2014. Et la loi SAP 22, c'est quand même 2016. Donc, nous sommes en 2021. Qu'en 2020 ou dans 2021, nous continuons à faire les mêmes erreurs. Vous pensez que ça peut être un enjeu pour les présidentielles de 2022 ? Je pense que ça va être un vrai enjeu. En fait, le sujet de la souveraineté, qu'elle soit juridique, numérique, économique, voire militaire, ça va être je pense que ça va être le vrai sujet des élections de 2022. Est-ce que la Commission européenne s'affirme comme étant géopolitique? Est-ce qu'elle fait des choses? Est-ce qu'elle peut apporter une réponse? Parce que c'est quand même toujours mieux de réagir de façon collective par rapport aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette Commission européenne, qui s'auto-proclame géopolitique, a pris conscience de ces enjeux et fait son job? J'ai une réponse très très mitigée là-dessus. Déjà, la Commission européenne, à 27, comme vous le savez très bien, il y a des intérêts extrêmement divergents. On ne peut pas demander aux pays baltes ou à la Pologne d'avoir la même stratégie que nous vis-à-vis des États-Unis. Et ça, c'est un gros problème. Sur tous ces sujets d'extraterritorialité de loi, les États-Unis ont attaqué les grands pays industriels où il y avait encore des concurrents. Donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Et donc les pays baltes. Voilà. Donc, ou la Roumanie. Donc c'est un vrai sujet. Donc il n'y a pas de cohésion à ce niveau-là. Il y a quelques tentatives, mais qui sont, pour l'instant, je pense, restées lettres mortes. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, sur la protection de données, celui qui a fait le plus agir la Commission européenne, ce n'est pas la Commission européenne elle-même, c'est un avocat autrichien, Schrems, Monsieur Schrems, qui a vu que l'accord qui avait été passé entre les États-Unis et l'Europe suite au scandale de l'affaire Snowden, à l'époque, après l'affaire Snowden, les États-Unis et l'Europe négocient un accord, le Privacy Shield, qui garantit plus ou moins les transferts des données entre les pays. Cet avocat trouve que cette Privacy Shield ne garantit pas les droits fondamentaux de citoyens européens. Donc c'est lui qui va saisir la Cour européenne de justice pour invalider cet accord. Ce n'est pas la Commission européenne elle-même qui agit.
Et maintenant, on se gargarise de la décision de la Commission européenne, qui est l'arrêt Schrems 2 de juillet, qui arrête de transférer des données. À la base, c'est pas la Commission européenne qui l'a fait. C'est un individu qui a réussi à faire changer le système. Et ça, c'est extrêmement... Est-ce que ça passe pas par une mobilisation de l'opinion publique? Parce que l'opinion publique, quand même, elle est très sensible à cela. Le fait, il y a quand même des gens qui sont pour l'indépendance de la France, et surtout qui voient bien que si on se fait tailler les croupières comme ça sur le plan industriel, on va devenir un pays déclassé. Ah ben, je pense que la majorité des Français pensent exactement cela. Il est temps de tourner à la fois la page de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait quand même 75 ans que c'est fini, et la page de la fin de la guerre froide, ça fait quand même 30 ans que c'est fini. On est encore sous protectorat américain, avec un OTAN qui... On se demande à quoi ça sert. Alors, il a dû s'arrêter il y a 30 ans, mais on s'est fait peur avec l'ogre russe, etc. Et donc, on a maintenu cette dépendance militaire. Tant qu'on a cette dépendance militaire américaine, on a un vrai souci d'autonomie stratégique. En gros, pour simplifier un peu, tant que les Allemands n'accepteront pas d'être sous parapluie nucléaire français et préféreront parapluie nucléaire américain, on aura un problème. Merci Frédéric Pierucci. Je renvoie à la lecture de votre livre, Le piège américain, qui est, je dirais malheureusement, toujours d'actualité, même avec Biden à la Maison-Blanche. Merci beaucoup.